Au cours de cette aventure, je vais explorer une mosaïque de paysages surréalistes et approcher la faune incroyable qui vit dans cet environnement extrême qu'on appelle l'altiplano. Je suis à La Paz, en Bolivie, à 3600 mètres d'altitude, dans la capitale la plus haute du monde. J'arrive de Seattle et mon corps a besoin de s'acclimater, car je suis en route pour l'un des endroits les plus rudes et les plus extrêmes de la planète. Il s'agit du haut plateau des Andes, l'altiplano. L'altiplano est l'un des principaux écosystèmes des Andes. La région s'étend du sud du Pérou à l'ouest de la Bolivie et du nord du Chili au nord de l'Argentine. Mon guide au cours de ce périple est David Ricaldi, un biologiste qui travaille ici. David, comment tu définirais l'altiplano? L'altiplano est l'un des sites les plus spectaculaires des Amériques. C'est un mélange d'écosystèmes délicats, des prairies, des glaciers, des zones humides. Il y a des montagnes, des coteaux aux couleurs changeantes, des vols de flamants qui colorent les paysages de façon très impressionnante. Pour moi, c'est tout ça l'altiplano. Ces étendues désertes et en même temps cette vie foisonnante. Il y a pas mal de flamands dans cet étang. On va essayer de se mettre derrière un talus. En voilà un. Il a de magnifiques ailes roses. Regarde, il s'envole. Je cherchais des taches de couleur et voilà que ces oiseaux arrivent juste en face de nous. Superbe. Je suis sûr qu'il pose spécialement pour moi. Je suis un peu égocentrique. C'est le flamand de James, une des 2 espèces les plus rares. Il y a 6 espèces en tout. Aujourd'hui, tu en as vu une. J'ai l'impression de me voir. Moi aussi, j'ai de longues jambes maigres et des genoux rouges. Regarde. La beauté de l'altiplano réside dans ses montagnes arides, mais ô combien majestueuses, et dans ses lacs paisibles. C'est la partie des Andes la plus large et la moins peuplée. Les cimes enneigées semblent veiller sur la faune qui s'épanouit dans l'immensité de ces espaces. C'est un lieu parfois impitoyable. Je trouve ces paysages magnifiques et hors du temps. Derrière moi se trouve sans doute une des vues les plus emblématiques de l'altiplano. Les volcans jumeaux surnommés Las Payachatas. Je me suis installé au bord de cet étang dans l'espoir d'immortaliser un reflet parfait,
Pour l'instant, le soleil est voilé. Mais à mesure qu'il va se rapprocher de l'horizon, d'ici une demi-heure, ces montagnes devraient s'embraser. Mes jambes sont gelées. J'ai froid, j'ai le nez qui coule. Mais ça vaut le coup car je vais obtenir mon cliché. Enfin, j'espère. C'est ce que j'espérais. Ça va donner des photos très pures et élégantes. J'avance dans un décor extraordinaire. On surnomme cet endroit Las Rocas de Dalí, les rochers de Salvador Dalí. Il doit son nom à son côté surréaliste avec ses colonnes de pierre qui sont en fait du magma solidifié. Mais c'est difficile à photographier. Je vais essayer de trouver un point de vue qui me permette de donner du sens à ce paysage magnifique. J'ai trouvé une très bonne perspective pour mon cliché des rochers de Dalí. On dit qu'il est difficile de photographier une forêt de l'intérieur, mais que si on prend un peu de recul, ça devient plus évident. Ça vaut pour ici. L'ombre projetée par les rochers sur cette étendue sans aspérité est magnifique. La texture de la roche contraste bien avec l'aspect lisse du sol. En plus, à mesure que le soleil descend, le sable réfléchit la lumière différemment, ce qui apporte une nuance supplémentaire à ma composition. Utiliser un téléobjectif avec une focale de 400 mm comme celui-ci, ça me permet de resserrer la prise de vue et d'obtenir une photo très simple. Ce qui est parfait pour les rochers de Dalí. Sa peinture était surréaliste mais aussi minimaliste. Et vu d'ici, ça donne un cliché très simple et très élégant. C'est parfait pour mes photos. David et moi sommes dans un endroit génial où il y a des geysers. C'est magnifique, n'est-ce pas? On doit être extrêmement prudent. L'eau qui sort d'ici est très très chaude. C'est un paysage de rêve pour un photographe. Quand je découvre un nouvel environnement, et celui-ci est très nouveau pour moi, j'essaye de transmettre l'atmosphère du lieu à travers 3 ou 4 clichés caractéristiques. D'ici, j'appréhende beaucoup d'éléments qui montrent bien la complexité du paysage. Regarde ça. On est entouré par des sculptures abstraites. J'adore cet endroit. Impossible de rater une photo ici. J'ai l'impression d'être dans l'enfer de Dante. Ici, les paysages, les odeurs et les bruits semblent tout droit sortis d'un autre monde. La nature me stupéfie toujours. Et là, ça atteint des sommets.
Je suis à la Laguna Colorada, un magnifique lac entouré de montagnes. David, pourquoi ce lac est-il rouge? Il contient des plantes microscopiques qui servent de nourriture aux flamands. Ce sont ces petites plantes qui donnent au lac sa couleur rouge. Ce sont des flamands des espèces les plus rares ici. Il y a le flamand des Andes, le flamand du Chili et le flamand de James. Exactement. On trouve dans les Andes 3 espèces de flamands sur les 6 qui existent. Oui. Et les 3 sont ici. C'est vrai qu'ils filtrent la boue pour récupérer les micro-organismes? Oui, ils ont un filtre. C'est pour ça que leur bec est recourbé vers le haut. Ils sont très gracieux. C'est très graphique. Ce rose, ce noir et ce jaune. Ils ont une ligne très élégante. Quel est cet animal qui passe derrière et nous vole la vedette? C'est un lama. Il est magnifique. Il y a un vol d'oiseaux qui arrive. C'est très facile de les photographier quand ils atterrissent, car ils ralentissent. Ils planent et se posent doucement, juste devant mon objectif. Dans mon viseur, c'est une débauche de corps rose, de pattes jaunes et de bec orange. Ils sont vraiment superbes. Quel point de vue extraordinaire. Est-ce que ces oiseaux et cet environnement sont menacés? 2 menaces pèsent sur toutes les zones humides des Andes. La première, c'est l'exploitation minière, surtout celle pratiquée à grande échelle. On creuse le sol, on assèche la terre, on pollue l'eau et on détruit des écosystèmes fragiles comme celui-ci. La deuxième menace, c'est une mauvaise gestion des ressources hydrauliques qui consiste à drainer l'eau pour développer l'agriculture en Bolivie, au Pérou, en Argentine et au Chili. Il faut éduquer les gens. Tout le monde doit comprendre que ces écosystèmes sont parmi les plus beaux dans cette région du monde et que nous devons les sauvegarder sans attendre. Le temps presse. Il y a très longtemps, cette partie de l'altiplano était recouverte par un immense lac qui mesurait 770 km de long sur 390 de large. C'est énorme. Avec le temps, l'eau s'est évaporée et a laissé place à de grandes zones humides et à cette étendue de sel. Les minéraux sont remontés et se sont lentement accumulés sur cette surface plate, ce qui a engendré ce gigantesque dépôt de sel. Nous sommes en train de marcher sur une croûte de sel qui, à certains endroits, peut atteindre 30 mètres d'épaisseur. 30 mètres d'épaisseur. Incroyable, hein? Ouais. Allez, en route, je voudrais faire des photos. D'accord. Nous sommes en route pour la Isla del Pescado. C'est comme une île perdue au milieu d'un vaste désert de sel. C'est un endroit très étrange. Il y a un microclimat et des plantes vraiment remarquables. C'est une oasis. Magnifique. Quel paysage. Je crois que c'est ce qu'on appelle des cactus chandeliers. J'ai entendu dire qu'ils ont 900 ans. Attention, un bébé cactus.
Ça transperce les bottes. C'est un paradis pour les photographes. Étant donné que ces cactus sont éclairés de ce côté par le soleil, je vais chercher un endroit qui me permette d'en tirer parti et d'obtenir un rendu très abstrait. Je crois que je viens de trouver. Regarde, David. C'est vraiment sympa. Je vais faire en sorte qu'il y ait juste un rayon de soleil qui pointe derrière le cactus. Ça devrait être très beau. Mais je dois faire vite, le soleil baisse. J'essaie de régler mon objectif juste à l'endroit où les rayons filtrent. J'utilise une lumière extrême. En d'autres termes, je me place face au soleil. Mais j'essaie d'interposer un cactus entre l'objectif et la lumière, afin d'éviter qu'il y ait un reflet parasite. En même temps, ça permet de faire ressortir toutes les épines. Chaque cactus est entouré d'un halo lumineux qui le rend absolument magnifique. Ça donne un rendu un peu plus abstrait. Je ne suis pas ici pour illustrer un livre de botanique. J'essaie de faire un travail artistique. Un de mes sujets de photos préférés, ce sont les traînées d'étoiles. Et ici, au milieu du désert de sel, dans cette oasis pleine de cactus, les conditions sont idéales car la nuit est très claire. J'ai réglé mon appareil sur ce cactus avec une vitesse d'obturation très lente, environ 8 heures, de façon à ce que les traînées d'étoiles que je vais photographier partent du bas de la plante. Et pour finir, ce que je vais faire, c'est allumer ma lampe et balayer le cactus avec le faisceau lumineux. En faisant ça, je vais créer un équilibre entre le cactus et les traînées d'étoiles qui vont apparaître grâce à la durée d'exposition de 8 heures. C'est génial d'être ici à l'aube. Ces lignes sont très intéressantes à photographier. Comment elles se forment? Ce sont les cristaux de sel agglomérés qui, en séchant, forment ces magnifiques mosaïques. Les blocs exercent une pression les uns sur les autres. Et c'est ça qui crée ces reliefs. C'est l'œuvre de la nature. Je vais utiliser ces lignes pour emmener le regard au loin. C'est vraiment étonnant. Nous sommes devant des tas de sel que des villageois du coin ont amassés. Ils ont littéralement raclé le sel et fait des monticules ronds. Avec le vent, les cristaux sèchent et ça donne ces pyramides aux formes parfaites. C'est idéal pour prendre des photos. J'aime travailler à ces heures-là, juste après le coucher du soleil ou un peu avant l'aube. Les ombres disparaissent, les couleurs sont plus profondes. J'utilise un trépied pour être stable et je mets des temps d'exposition entre 1 minute et 30 secondes. En général, c'est un choix payant car les couleurs sont plus intenses et ça accentue le caractère abstrait des paysages. C'est vraiment génial.
Normalement, dans une composition, on ne met pas l'horizon au milieu. Mais ici, j'essaie de créer un environnement abstrait, onirique. Je vais donc mettre l'horizon pile au milieu, et avec le reflet des nuages, ça va donner une ambiance très particulière. J'ai voyagé à travers le monde et j'ai visité des endroits vraiment étonnants. Mais je dois dire que je n'ai jamais rien vu de tel. C'est presque un paysage lunaire. C'est surréaliste. C'est comme si le ciel et la terre se confondaient totalement. C'est ce qui rend la Bolivie unique. On ne trouve ce genre d'endroit nulle part ailleurs. Les autres pays ont des forêts pluviales, des forêts de nuages, des paysages andins, mais ici, c'est particulier. C'est unique à la Bolivie. Oui. Je suis ravi d'être venu ici.